Bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a fait ses adieux à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact perdurera pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'ils laissent derrière nous. Si l'une de leurs histoires vous a touché, veuillez laisser un j'aime pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. D'Angelo, surtout connu comme l'un des auteurs-compositeurs, interprètes de R&B et de néo-soul les plus influents d'Amérique, est décédé le 14 octobre 2025 à l'âge de 51 ans. Dès son arrivée au milieu des années 1990, D'Angelo a apporté un nouveau niveau d'émotion, de groove et d'honnêteté à la musique soul. Son premier album Brown Sugar, sorti en 1995, a fait découvrir à une génération son son incomparable. Un mélange de racines gospel, d'accords de jazz et de rythme funk qui a changé le cours du R&B moderne. Des chansons comme Lady et Brown Sugar sont devenues des classiques instantanés, salués pour leur chaleur et leur sensualité, tout en lui valant un public dévoué et un succès critique généralisé. Son deuxième album Voodoo, sorti en 2000, a consolidé sa place dans l'histoire de la musique, lui valant 2 Grammy Awards, dont celui du meilleur album de R&B. L'obsédante Untitled How Does It Feel est devenue un moment culturel, une chanson et une image qui capturaient à la fois la vulnérabilité et la force. Après plus d'une décennie de retraite personnelle, il est revenu avec Black Messiah en 2014. Une déclaration audacieuse et politiquement engagée qui a réaffirmé son génie et l'a reconnecté à l'âme de son temps. Né Michael Eugene Archer à Richmond, en Virginie, D'Angelo a grandi entouré de musique d'église, une base qui n'a jamais quitté son travail. Il a vécu en privé, créant un art qui explorait la foi, l'amour et la complexité de la célébrité. Si ces chansons ont déjà ému votre esprit, prenez un moment pour commenter 51, son âge, ou écrivez RIP D'Angelo pour vous souvenir de l'homme qui a fait revivre la musique soul. Sue Catwoman, l'actrice, mannequin et icône punk britannique, est décédée le 30 septembre 2025 à l'âge de 66 ans. Née à Londres en 1959 sous le nom de Sue Dorothy Lucas, elle s'est fait connaître au milieu des années 1970 comme l'une des figures marquantes de la première vague de la culture punk avec ses cheveux noirs de jet, son maquillage prononcé des yeux et sa mode inspirée des chats. Elle est devenue une figure incontournable dans des clubs comme le Roxy, où la scène underground londonienne a trouvé son pouls. Son image, à la fois artistique et rebelle, a été capturée par des photographes et des journalistes qui cherchaient à documenter l'énergie brute et non filtrée du punk. Bien qu'elle n'ait jamais joué dans un groupe, sa seule présence a façonné l'identité visuelle d'une génération qui se libérait du conformisme. Plus tard, Catwoman s'est tournée vers le cinéma et le mannequinat, apparaissant dans des films indépendants et des projets de mode qui célébraient son héritage underground. Loin des projecteurs, elle a mené une vie privée et authentique, toujours admirée par ceux qui voyaient en elle l'esprit d'expression personnelle qui a défini une époque. L'héritage de Sue Catwoman perdure dans chaque veste déchirée, chaque position audacieuse et chaque artiste qui ose être différent. Elle ne s'est pas contentée de symboliser la rébellion. Elle l'a vécu avec une grâce intrépide. Commentez 66, son âge, ou écrivez RIP Sue Catwoman pour honorer la muse qui a contribué à définir l'âme visuelle du punk. Diane Keaton, largement considérée comme l'une des actrices les plus originales et influentes d'Hollywood, est décédée à l'âge de 69 ans. Son décès est survenu le 11 octobre 2025 à son domicile de Los Angeles, entouré de sa famille. Son décès a été confirmé par son attaché de presse. Keaton est devenu mondialement célèbre pour son rôle dans Annie Hall, 1977, une performance qui lui a valu un Oscar de la meilleure actrice et a changé à jamais le genre de la comédie romantique moderne. Son interprétation du protagoniste excentrique, indépendant et attachant a fait d'elle une icône culturelle et a redéfini ce que signifiait être une actrice principale à Hollywood. Cependant, sa carrière s'étend bien au-delà de ce rôle marquant
Keaton s'est d'abord fait connaître pour son travail avec Woody Allen dans Play It Again, Sam 1972, avant d'assumer des rôles dramatiques dans Le Parrain 1972 et Le Parrain 2 1974, dans le rôle de Kay Adams, l'épouse tiraillée de Michael Corleone. Sa reprise ultérieure du rôle dans Le Parrain 3 1990 a mis en évidence sa profondeur continue en tant qu'actrice. Keaton a ensuite reçu d'autres nominations aux Oscars pour ses performances dans Reds 1981, Marvin's Room 1996 et Something's Got to Give 2003, ce qui a cimenté sa réputation comme l'une des actrices les plus polyvalentes de sa génération. Au cours d'une carrière s'étendant sur 6 décennies, Keaton est apparu dans une gamme impressionnante de films, notamment Shoot the Moon 1942, Baby Boom 1997, Father of the Bride 1941, The First Wives Club 1996 et The Family Stone 2005. Dans ces dernières années, son travail dans Book Club 2018 et Mac and Rita 2022 reflétait la même chaleur, le même humour et la même authenticité qui ont défini sa carrière antérieure. Selon un représentant de la famille, Keaton n'a partagé publiquement aucun problème de santé grave au cours de ces derniers mois, bien que sa franchise sur ses luttes passées contre le cancer de la peau et la boulimie soit restée bien connue, ses chapeaux de signature, souvent considérés comme une déclaration de mode, servaient également de protection solaire, une habitude qu'elle a développée après avoir été diagnostiquée avec un cancer de la peau à l'âge de 21 ans. C'est une affaire de famille, a révélé son interview de 2015 au Los Angeles Times. Ma tante Martha a eu un cancer de la peau si grave qu'elle a dû se faire enlever le nez. Mon père avait un carcinome basocellulaire, tout comme mon frère. Ce cancer de la peau est difficile à guérir, c'est pourquoi il faut porter un écran solaire. Après avoir survécu à un carcinome basocellulaire dans la vingtaine, Keaton a ensuite reçu un diagnostic de carcinome épidermoïde qui a nécessité 2 ablations chirurgicales. Malgré ces défis, son attitude est restée positive et déterminée et sa voix publique a continué à promouvoir la sensibilisation à la santé de la peau et à la prévention du cancer. Keaton a également parlé ouvertement de sa lutte contre la boulimie qui a commencé au début de sa carrière lorsqu'on lui a demandé de perdre 10 livres pour un rôle à Broadway. Se remémorant cette énième époque lors d'une apparition en 2014 au Dr Oz Show, son aveu a été direct. Tout ce que je faisais, c'était satisfaire ma faim. J'étais une toxicomane. Sa guérison éventuelle l'a amené à s'ouvrir dans ses mémoires de 2011 en écrivant « Je me considère comme une sœur pour toutes les autres femmes et certainement les hommes qui ont souffert de troubles alimentaires. Je fais partie d'un groupe ». Son honnêteté a contribué à apporter compassion et compréhension à la question des troubles alimentaires dans l'industrie du divertissement. La mort de Diane Keaton marque la fin d'une époque, mais son esprit perdure à travers les personnages inoubliables que son talent a créés, les barrières que sa carrière a brisées et l'authenticité que son travail a apporté à chaque rôle. Son héritage perdurera non seulement pour son talent artistique, mais aussi pour son humanité. Une femme qui a prouvé qu'être fidèle à soi-même est le rôle le plus courageux de tous. Pour vous souvenir d'elle, commentez 69, son âge ou écrivez RIP Diane Keaton ci-dessous pour honorer une artiste intemporelle dont l'esprit, la chaleur et le courage ont transformé Hollywood pour toujours. Susan Kendall Newman, une actrice et productrice nommée aux Emmy Awards qui a cherché à faire sa propre marque dans le monde du divertissement en dehors de sa célèbre famille, est décédée le 2 août 2025. Elle avait 71 ans. Née à New York en 1954, Newman a grandi dans un foyer façonné par le cinéma et le théâtre, mais a poursuivi une carrière déterminée par ses propres choix. Au cours des années 1970 et 1980, elle a joué à la fois à la télévision et au cinéma, se bâtissant une réputation de professionnalisme constant, tout en naviguant dans les comparaisons inévitables avec son père, Paul Newman. Sa transition éventuelle vers la production s'est avérée essentielle. Reconnu par une nomination aux Emmy Awards, son travail a été salué pour son intelligence et sa profondeur,
avec des projets qui privilégiaient l'impact culturel et social à l'ambition commerciale. Ceux qui ont collaboré avec elle se souviennent souvent de son intégrité et de son approche réfléchie. En dehors de son travail créatif, Newman a soutenu des initiatives philanthropiques et des causes reflétant l'engagement de sa famille envers le service. Connue pour être privée et modeste, elle a vécu selon des principes plutôt que de rechercher la publicité. Son décès représente la perte d'une femme qui a équilibré le poids d'un nom de famille célèbre avec des réalisations qui se sont démarquées à part entière. En vous souvenant de sa vie, partagez un hommage, commentez 71, son âge ou écrivez Susan Kendall Newman pour reconnaître sa contribution à l'art et à la défense des droits. Drew Struzan, l'illustrateur légendaire et affichiste dont le travail a défini l'identité visuelle du cinéma moderne, est décédé le 13 octobre 2025 à l'âge de 78 ans. De la fin des années 1970 à nos jours, Struzan est devenu synonyme de l'imagination d'Hollywood. Ses affiches peintes à la main pour Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, E.T. l'extraterrestre et Harry Potter ont façonné la façon dont des générations ont vu leurs films préférés avant même de mettre les pieds dans le cinéma. Avec un pinceau et un aérographe, il a donné au visage de l'émotion, de la lumière et de la légende, transformant le marketing en un art intemporel né à Oregon City, Oregon en 1947. Struzan a étudié au Art Center College of Design à Los Angeles avant de commencer sa carrière en concevant des pochettes d'albums. Son affiche de 1977 pour Star Wars a fait de lui un nom familier, lançant des collaborations avec des cinéastes comme George Lucas, Steven Spielberg et Guillermo del Toro. Même lorsque la conception numérique a pris le dessus, Struzan est resté fidèle à l'illustration traditionnelle, travaillant depuis son studio à domicile avec une précision et une humilité remarquable. Il a officiellement pris sa retraite dans les années 2010, mais a continué à produire des œuvres limitées pour des éditions spéciales et des expositions. Son influence est visible dans presque toutes les affiches de cinéma qui ont suivi. Son décès marque la fin d'une ère pour l'art du cinéma où une seule image peinte pouvait capturer un monde entier. Commentez 68, son âge, ou écrivez Drew Struzan pour honorer l'artiste dont les visions peintes définissent les rêves de générations de cinéphiles. John Lodge, bassiste, auteur, compositeur et figure centrale des Moody Blues, est décédé le 10 octobre 2025 à l'âge de 81 ans. Né à Birmingham, en Angleterre, en 1945, Lodge a découvert la musique tôt, maîtrisant la guitare et la basse, avant de rejoindre la scène rock britannique dynamique des années 1960. En tant que membre fondateur des Moody Blues, il a contribué à créer leur fusion emblématique de rock, d'éléments orchestraux et de chants harmoniques, un son qui allait définir le rock progressif pour des générations. Tout au long de sa carrière, Lodge a contribué à des albums marquants tels que Days of Future Past, In Search of the Lost Chord et Seventh Sojourn, coécrivant certaines des chansons les plus célèbres du groupe. En dehors des projecteurs, Lodge a mené une vie familiale privée, se mariant et élevant des enfants tout en équilibrant des décennies de tournées, d'enregistrements et de performances dans le monde entier. Ses collègues musiciens se souviennent de lui pour sa créativité, son professionnalisme et son esprit de collaboration, des qualités qui ont soutenu les Moody Blues pendant plus de 50 ans de réalisation artistique. Son influence résonne bien au-delà des albums et des concerts. Chaque note qu'il a jouée, chaque chanson qu'il a coécrite reflète un dévouement à l'artisanat et une compréhension du pouvoir de la musique de connecter les gens à travers les générations. John Lodge laisse un héritage gravé dans l'histoire du rock, inspirant les musiciens et les fans. Honorez John Lodge en partageant une chanson préférée, en publiant un souvenir ou en laissant RIP John Lodge. Sa musique continue de vivre et son esprit reste vivant partout où ses chansons sont entendues. Ian Freeburn Smith, le compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et chanteur accompli dont le travail a enrichi le cinéma, la télévision et la musique chorale pendant plus d'un demi-siècle, est décédé le 7 octobre 2025. Il avait 89 ans. Né à Seattle, Washington en 1936, Freeburn Smith a étudié la composition à l'Université de Californie, Los Angeles et au Los Angeles Conservatory of Music.
Sa carrière a commencé par des performances vocales avec les Singers Unlimited et des arrangements pour des artistes d'enregistrement et des orchestres de studio pendant l'âge d'or de la musique de film et de télévision. Il est devenu surtout connu pour son travail à Hollywood en tant qu'arrangeur et chef d'orchestre pour des productions majeures, contribuant à des films tels que A Star is Born, 1976, The Muppet Movie, 1969 et The Main Event, 1969. Au fil des décennies, il a collaboré avec des compositeurs tels que John Williams et Jerry Goldsmith, et ses arrangements combinaient une précision technique avec un profond sens de la chaleur musicale. Au-delà du cinéma, il était admiré comme enseignant et mentor, guidant de jeunes compositeurs et chanteurs à travers des ateliers et des programmes universitaires. La carrière de Freeburn Smith reflétait à la fois l'artisanat et la grâce, une vie consacrée à la mélodie et à la collaboration plutôt qu'à la gloire. Commenté 89, son âge, où écrivait Ian Freeburn Smith, pour honorer un musicien dont le génie tranquille a contribué à définir le son de la musique de film américaine. Ron Dean, un acteur américain vétéran surtout connu pour sa présence à l'écran en tant que personne de la classe ouvrière, est décédé le 5 octobre 2025. Il avait 68 ans. Dean a construit une carrière stable au cinéma et à la télévision, souvent engagé pour jouer des policiers, des détectives ou des personnages de col bleu dont le réalisme ancré a laissé une impression durable. Le public se souvient de lui dans des films tels que Risky Business, 1983, The Fugitive, 1993, The Breakfast Club, 1985, The Client, 1934 et The Dark Knight, 2008, de Christopher Nolan. Sa capacité à s'intégrer parfaitement aux histoires tout en ajoutant du poids au rôle de soutien a fait de lui un visage familier du cinéma américain pendant plus de 4 décennies. Né le 15 août 1947 à Chicago, Illinois, Dean est resté étroitement lié à sa ville natale tout au long de sa vie et de sa carrière. Avant de devenir acteur, il a servi dans l'armée américaine, une expérience qui a façonné l'authenticité qu'il a ensuite apporté à ses rôles. Il s'est formé au théâtre local avant de passer à des apparitions à la télévision et à des rôles au cinéma récurrents, construisant progressivement un CV qui couvrait les drames policiers, les superproductions et les projets indépendants. Malgré ses nombreux crédits, Dean a maintenu un profil public bas, préférant la vie privée à la célébrité. Ses collègues parlaient souvent de son professionnalisme, de sa fiabilité et de son dévouement discret à son métier. Prenez un moment pour vous souvenir de lui, partagez une histoire, rappelez-vous une scène préférée ou simplement publiez le numéro 78, son âge, en hommage à un acteur dont le travail continue de vivre dans les films et les émissions qu'il a laissés derrière lui. Ali Light, cinéaste, productrice et monteuse primée aux Oscars, est décédée le 17 septembre 2025 à l'âge de 86 ans. Née en 1939, Light s'est bâti une réputation de conteuse puissante qui a donné une voix aux vies souvent négligées. Travaillant en étroite collaboration avec son mari Irving Saraf, elle a co-réalisé et produit In the Shadow of the Stars, 1991, un documentaire sur les choristes d'opéra qui a remporté l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire. Elle a continué à façonner le cinéma non fictionnel avec des œuvres telles que Rachel's Daughters, Searching for the Causes of Breast Cancer et Dialogues with Mad Women, des projets qui combinaient l'art avec un engagement envers la vérité sociale. Au-delà de la réalisation, Light a également monté et encadré, contribuant à nourrir une génération de voix documentaires. Elle et Saraf sont restés des partenaires créatifs jusqu'au décès de ce dernier en 2012 et elle a continué à porter leur vision commune du cinéma comme un moyen d'empathie et de changement. Loin de la caméra, elle appréciait la communauté et était connue pour sa générosité en guidant de jeunes cinéastes. Ses amis et collaborateurs se souviennent d'elle comme d'une femme d'intellect, de conviction et de force tranquille. Ali Light laisse derrière elle un héritage de films qui illumine des mondes cachés et affirme la dignité de ceux qui sont trop souvent ignorés. Son impact perdurera dans les documentaires qu'elle a créés,
les mouvements qu'elle a inspirés et les étudiants qu'elle a guidés. Pour honorer sa mémoire, nous vous invitons à commenter 86 à son âge ou à écrire Rip Ali Light, un hommage à une cinéaste qui croyait au pouvoir de la vérité à l'écran. Remo Girone, le célèbre acteur italien dont la carrière a duré plus de 5 décennies et a laissé une marque durable au théâtre, à la télévision et au cinéma, est décédé le 3 octobre 2025. Il avait 76 ans. Girone s'est d'abord fait connaître avec son rôle de Tano Caridi dans La Piovra, la série policière italienne révolutionnaire qui est devenue un symbole culturel. Son interprétation du méchant calculateur et charismatique a profondément résonné auprès du public et des critiques, faisant de lui l'un des acteurs les plus célébrés de sa génération. Né en 1948 à Asmara en Érythrée, il a commencé sa carrière au théâtre, se forgeant une réputation de précision et de profondeur avant de passer avec succès au cinéma et à la télévision. Sa polyvalence était évidente dans des œuvres telles que The Best Offer 2013 de Giuseppe Tornatore et Ford V.P. Ferrari 2019, de James Mangold où il a incarné Enzo Ferrari avec authenticité et sérieux. En dehors de la scène, Girone était connu comme un homme humble et dévoué. Il chérissait sa famille, gardait sa vie privée et était admiré pour son professionnalisme et sa générosité envers ses collègues. L'héritage de Remo Girone n'est pas seulement défini par les rôles qu'il a joués, mais aussi par le public qu'il a touché et la culture qu'il a enrichie. Son nom restera à jamais lié à certaines des histoires les plus mémorables du cinéma italien et international. Pour vous souvenir de Remo Girone, commentez RIP Remo Girone ou le numéro 76 pour marquer l'âge auquel cet acteur talentueux nous a quittés. Michael J. Fox n'est pas simplement une légende hollywoodienne, il est un témoignage vivant de l'endurance de l'esprit humain. Pendant des décennies, il a été le visage même de l'optimisme. L'éternel garçon qui a devancé le temps, le doute et le désespoir avec rien d'autre qu'un skateboard, un sourire et l'audace de rêver. En tant que Marty McFly, il n'a pas seulement joué un personnage, il a incarné le battement de cœur d'une époque. La jeunesse dans sa forme la plus pure et la plus électrisante, capturée à jamais dans la lumière du celluloïd. Des millions de personnes se sont reconnues dans ce garçon, défiant la gravité et le destin, croyant pendant un bref instant d'or que tout était possible. Pourtant, lorsque les caméras ont cessé de tourner, le miracle s'est effondré. À l'âge de 30 ans, Fox a été confronté à un verdict cruel de la vie. La maladie de Parkinson, un voleur qui le priverait lentement de mouvement, de mémoire, du rythme même qui le faisait autrefois souffrir. Depuis plus de 3 décennies, il mène une guerre silencieuse et épuisante contre son propre corps. Chaque jour apporte des tremblements qui ébranlent non seulement ses mains, mais son monde. Chaque sourire dissimule un océan de douleur. Aujourd'hui, à 64 ans, la bataille s'est intensifiée, se transformant en quelque chose de brut, de plus sombre, une agonie qu'aucun public ne peut témoigner et qu'aucun applaudissement ne peut apaiser. Alors, avant d'aller plus loin, faites une pause et cliquez sur « J'aime » en guise d'ovation pour un homme qui refuse toujours de tomber, même lorsque la tempête fait rage en lui. Mais pour comprendre le miracle de sa survie, vous devez revenir à l'endroit où le garçon a commencé, à une vie définie non pas par la gloire, mais par la fuite. Né en 1961 à Edmonton, en Alberta, Michael Andrew Fox est entré dans un monde déjà en mouvement. La vie militaire de son père signifiait un départ constant. Son enfance a été un flou de camions de déménagement, de nouvelles écoles et de foyers temporaires. À l'âge de 10 ans, il avait déjà dépassé une 12aine d'adresses, mais n'avait jamais trouvé de foyer. Pour lui, la maison n'était pas un lieu. C'était un écho, un souvenir qu'il n'arrêtait pas de poursuivre à travers des pièces à moitié vides et des lits défaits. « J'étais un enfant de l'armée », a-t-il dit un jour, non pas par fierté, mais comme une confession. Il était le garçon qui n'a jamais déballé son cœur. Le nom que les professeurs oubliaient avant le prochain appel. L'enfant qui a appris tôt que l'appartenance était un temps emprunté, harcelé pour être petit, pour être nouveau, pour exister simplement dans le mauvais couloir.
Il portait l'humour comme une armure. Le rire qu'il suscitait n'était pas de la vanité, c'était de l'oxygène. Chaque blague, chaque sourire était une fusée qu'il envoyait dans l'obscurité, signalant au monde « Je suis là, s'il vous plaît, voyez-moi ». Il avouera plus tard que la comédie l'a sauvé bien avant de le payer. Alors que d'autres cherchaient des applaudissements, il cherchait la preuve qu'il comptait. Les nuits passées à regarder des plafonds qui ne lui appartenaient pas lui ont appris à écouter le timing, le silence, les espaces entre les mots où la douleur se cache. À 15 ans, le destin a entrouvert une porte. Un petit rôle dans Léo & Me lui a donné l'illusion de la permanence, une parcelle d'immobilité dans une vie qui n'avait jamais été immobile. Pour la première fois, il ne partait pas. Il construisait. Pourtant, même sous l'éclat des lumières du studio, la solitude s'accrochait à lui comme un fantôme familier. Jouer, découvrit-il, ne guérissait pas la blessure. Cela donnait un but à la blessure. Cela ne guérit pas la blessure, a-t-il dit tranquillement des années plus tard. Mais cela lui donne un endroit où vivre pour qu'elle ne me consume pas. Ses premières cicatrices n'ont jamais crié, mais elles n'ont jamais cessé de saigner. C'étaient des fractures invisibles dans le sentiment d'être vu d'un enfant. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la cruauté, c'était d'être oublié. Le cycle sans fin de nouveaux départs qui se terminaient toujours trop tôt. Des visages qui s'estompent, des amitiés qui se dissolvent, des anniversaires passés dans des cuisines empruntées avec des sourires empruntés. Ce ne sont pas les lieux qui l'ont marqué, c'est l'absence. Et ainsi, lorsqu'il est finalement arrivé à Hollywood, une ville construite pour ignorer les fragiles, il a porté cette douleur avec lui comme un vœu secret d'être vu, d'être souvenu, de compter dans un monde qui lui avait appris à quel point il était facile de disparaître. Ce vœu allait devenir le moteur de son art, la force cachée derrière chaque sourire et chaque trait d'esprit qui charmait le monde. Derrière le rire de Marty McFly se cachait un garçon qui avait couru toute sa vie, non pas à travers le temps, mais pour fuir l'oubli. Et d'une manière ou d'une autre, grâce à son talent, sa ténacité et son pur défi, il a transformé cette course en vol. En 1969, à seulement 18 ans, Michael J. Fox a quitté les rues changeantes du Canada pour Los Angeles, un endroit qui promettait des rêves, mais qui ne lui offrait que de l'espace vide. Sa famille ne pouvait pas financer ses ambitions, sa patrie ne pouvait pas les retenir. Il est arrivé avec une valise cabossée de vêtements d'occasion, 3 $ froissés dans sa poche et un espoir si fragile qu'il avait l'impression qu'il pouvait se briser avec une seule mauvaise nuit. « J'avais 3 $ et un rêve », avouera-t-il plus tard, bien qu'il y ait eu des jours où même le rêve me semblait trop lourd à porter. Hollywood n'a pas ouvert ses portes, il n'a même pas tourné la tête. Les nuits se sont passées sur des canapés empruntés, des planchers nus ou aérés dans les rues lorsque ni l'un ni l'autre n'était disponible. Les appels de casting le rejetaient avant que ses lignes ne soient lui ondues. Trop petit, trop jeune, trop étranger, il était l'acteur que personne ne se souvenait, le nom que personne n'écrivait. La nourriture n'était pas une évidence, c'était une victoire. Les jours les plus sombres, il cherchait des restes dans les poubelles des restaurants, non pas comme un conte dramatique, mais parce que c'était la seule façon de calmer la faim. « Je ne courais pas après la gloire », a-t-il dit plus tard. « Je courais après le dîner ». Pourtant, dans cette obscurité implacable, il s'est accroché à la seule chose que la ville ne pouvait pas lui enlever, son identité. Lorsque la Screen Actors Guild lui a dit que Michael Fox était déjà pris, il aurait pu se plier, disparaître dans un autre nom. Au lieu de cela, il a choisi le défi en ajoutant une seule lettre muette, G. C'était petit, insignifiant pour quiconque d'autre, mais pour lui, c'était la preuve qu'il ne disparaîtrait pas. Michael J. Fox n'était plus seulement un nom, c'était un bouclier. Il a pris tout le travail qu'il pouvait trouver. Une ligne fugace dans Lou Grant, une brève apparition dans La Croisière s'amuse. Ses rôles le maintenaient à peine à flot, certaines semaines, il ne le faisait pas. Il y a eu des jours où il se sentait comme un figurant dans sa propre vie, passant inaperçu à travers des sociétés. Mais chaque nom est devenu une étincelle. Chaque porte fermée a allumé un feu en lui. L'esprit qu'il avait autrefois empêché de disparaître dans les cours d'école est maintenant devenu l'arme qui l'a empêché de s'estomper à Hollywood. Il n'a pas percé en un seul moment de triomphe.
Il a saigné dans l'industrie, écorché et meurtri pouce par pouce. Ce n'était pas l'histoire d'un rêveur aux yeux étoilés. C'était l'histoire d'un survivant, d'un garçon qui a traversé un continent non pas pour être célèbre, mais simplement pour exister dans un monde déterminé à l'oublier. Et lentement, presque imperceptiblement, Hollywood a commencé à écouter. Non pas parce qu'il criait le plus fort, mais parce que dans une ville assourdie par son propre bruit, la persévérance silencieuse de Michael J. Fox a commencé à résonner comme quelque chose qu'on ne pouvait ignorer. Au début des années 1980, Michael J. Fox n'était pas simplement arrivé à Hollywood, il s'était frayé un chemin, se frayant un passage à travers les portes fermées, les rejets chuchotés et les salles de casting sombres et sans air où les rêves mouraient souvent. Le succès n'a pas explosé du jour au lendemain. Il est venu par des scintillements incertains, trop fragiles pour être dignes de confiance. Puis, en 1982, un coup de téléphone a ébranlé le sol sous ses pieds. Il a été choisi pour incarner Alex P. Keaton dans Sacrée Famille. La sitcom était censée tourner autour des parents, mais le débit vif et rapide de Fox, chargé de l'énergie agitée d'un garçon qui n'avait jamais vraiment appartenu, volait chaque scène. En l'espace d'un an, le jeune homme qui fouillait autrefois dans les poubelles pour un repas était lauréat d'un Emmy Award, diffusé chaque semaine dans des millions de foyers. Pourtant, derrière ce sourire rapide, il y avait quelqu'un qui ressentait déjà le poids d'une nouvelle forme d'isolement. Lorsque la journée de travail se terminait, il avouait plus tard que le silence était assourdissant. Puis vint 1985, une année qui allait à la fois le couronner et le consumer. Lorsqu'il a été appelé à la dernière minute pour remplacer Eric Stoltz dans Retour vers le futur, Fox est entré dans une double vie épuisante. Sacrée Famille de leur jour, Retour vers le futur la nuit, avec à peine 2 heures de sommeil entre les deux. En tant que Marty McFly, le skateboard à la main, les yeux grands ouverts avec un espoir irrésistible, il est devenu une icône de l'optimisme cinématographique. Mais le rythme était impitoyable. Ce que le public voyait comme une ascension fulgurante, Fox le ressentait comme un tapis roulant réglé à une vitesse impossible. Les studios en exigeaient plus. Des suites, des tournées de presse, des approbations, et il a livré même si l'épuisement rongeait les bords de son identité. « Je n'ai pas eu le temps d'en profiter », a-t-il réfléchi plus tard. « J'essayais juste de survivre. » L'image du Golden Boy s'accompagnait d'une emprise de fer. Chaque entretien devait charmer. Chaque apparition publique devait étinceler. Lorsque la pression est devenue trop forte, Fox s'est tourné vers ce qui lui semblait être un refuge facile, l'alcool. Cela a commencé comme un dernier verre tranquille, une façon de faire taire le bruit après des heures interminables sur le plateau. Mais bientôt, la boisson est devenue sa propre exigence, un rituel qui a brouillé les frontières entre le soulagement et la dépendance. « Je pensais que j'avais le contrôle », a-t-il admis des années plus tard. Mais en réalité, c'est lui qui me contrôlait. Les rôles dans Teen Wolf, 1985, Le secret de mon succès, 1987, Bright Lights, Big City, 1988 et Doc Hollywood, 1991, ont maintenu sa carrière en feu, mais au prix de tout rythme personnel. Les fuseaux horaires ont remplacé les calendriers, les plateaux de tournage ont remplacé les tables familiales, son mariage avec Tracy Pollan en 1988 est devenu sa seule force d'ancrage, mais même cela a été mis à l'épreuve sous le poids de voyages incessants et de l'exigence constante d'être au top. « Je vivais un rêve », a-t-il dit, mais parfois j'avais l'impression qu'il ne m'appartenait pas. À l'aube des années 1990, les étagères de sa maison pliaient sous le poids de 3 Emmy Awards, d'un Golden Globe et de plus de recettes au box-office qu'il n'aurait jamais imaginé. Pourtant, les applaudissements ne pouvaient étouffer la vérité plus profonde. Il se poussait à bout. Seul dans les chambres d'hôtel, après un carrousel de tapis rouges et de flash, il se demandait parfois si le garçon d'Edmonton avait enfin trouvé sa maison ou s'il ne faisait que jouer un rôle dans la version de quelqu'un d'autre. Puis, en 1991, pendant le tournage de Doc Hollywood, quelque chose de petit mais irréversible s'est produit. Un tremblement dans sa main gauche. À 30 ans, il l'a écarté, l'a caché au monde, s'est convaincu que ce n'était rien, mais il a persisté, persistant comme une ombre juste à l'extérieur du cadre.
L'homme qui avait déjoué la pauvreté, le rejet et l'anonymat était sur le point d'affronter la seule bataille qu'aucune quantité de charme, de courage ou de détermination ne pouvait simplement faire disparaître. Et le destin, avec son sens cruel du timing, l'avait livré non pas au début de son ascension, mais au sommet aveuglant de celle-ci. En 1990, à seulement 29 ans, rayonnant encore d'une série de triomphes au box-office, Michael J. Fox a été frappé par une perte. Aucun prix, aucune ovation, aucun projecteur ne pouvait l'adoucir. Son père, William, était parti. Et le monde a basculé d'une manière que la gloire ne pouvait stabiliser. L'homme qui avait guidé une famille agitée à travers des déracinements constants, la boussole silencieuse derrière un soleil toujours en mouvement, ne s'assiérait plus jamais dans un théâtre obscurci pour regarder ce soleil illuminer l'écran. Pour le monde, Michael était le garçon doré d'une génération. En privé, il était un fils fixant d'un silence plus grand que n'importe quel Soken qu'il ait jamais rempli. Les avions pouvaient l'emmener n'importe où, mais nulle part ne pouvait le ramener à la dernière conversation qu'il aspirait à entendre à nouveau. La constance de son père avait autrefois fait que des villes étranges se sentent comme chez lui. Maintenant, cette voix n'était plus qu'un souvenir tendre, inachevé, et tout ce qu'il lui restait à tenir. Les applaudissements qu'il avait autrefois propulsés résonnaient maintenant faiblement. Les chambres d'hôtel se sont transformées de trophées en salles d'attente pour un adieu arrivé trop tôt. Il a continué à travailler parce que s'arrêter signifiait se briser, glisser dans le charme pour les caméras qui ne sauraient jamais ce qui s'est passé lorsque le feu rouge s'est éteint. Je pensais comprendre la perte, dira-t-il plus tard, mais cela m'a appris ce que l'absence signifie vraiment. Il a honoré son père comme il l'avait toujours fait en se présentant, en affrontant la journée avec le courage tranquille que William avait incarné lorsque la route était longue. Pourtant, le deuil n'est pas un moment, mais un paysage. Et certains jours, il le traversait. D'autres jours, il le traversait, tirant sur sa concentration, lui rappelant que celui qui lui avait appris à se tenir droit ne verrait jamais cette posture. Il était célébré partout d'où il allait. Mais la célébration peut amplifier le vide et la personne avec qui il voulait le plus la partager n'attendait plus dans les coulisses. Pourtant, il a continué parce qu'aller de l'avant était la seule direction que sa vie ait jamais connue. Et le destin, tournant déjà sa page suivante, était sur le point de placer sur son chemin quelque chose d'encore plus implacable que le deuil lui-même. À 30 ans, avec le monde à ses pieds et un avenir pavé d'or, Michael J. Fox a reçu un verdict si cruel qu'il défiait presque la croyance. Une sentence privée de son propre corps, prononcée dans une pièce stérile, loin du rugissement de la foule, un murmure d'un médecin qui avait l'impression de fendre l'air en deux. Vous avez la maladie de Parkinson. Ce n'était pas l'histoire que le monde voyait sur les couvertures de magazines et les affiches de films. Il était le garçon doré, le héros spirituel qui avait conquis à la fois la télévision et le box-office. L'homme qui avait tout et semblait destiné à le garder, mais à ce moment-là, il a réalisé que les vérités les plus cruelles n'arrivent pas dans le tonnerre. Elles se glissent tranquillement, puis elles ne repartent jamais. À peine un an plus tôt, il avait enterré son père, l'encre, qui l'avait stabilisé à travers une enfance de déracinement constant, et il portait toujours cette douleur comme une fracture non cicatrisée. Maintenant, le destin était revenu non pas avec du réconfort, mais avec un coup si précis qu'il semblait conçu pour le briser exactement là où il se tenait le plus haut. 30 ans, trop jeune pour les nécrologies, trop jeune pour des mots comme dégénératif, trop jeune pour devoir compter les années qu'il lui restait à vivre normalement. Le médecin m'a dit que j'avais peut-être 10 bonnes années, se souviendra-t-il. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Comment vais-je le dire à ma femme ? Comment vais-je le dire à qui que ce soit ?» Il ne l'a pas fait. Pas pendant longtemps. Au lieu de cela, il a construit un mur autour de la vérité, la murant avec du travail, du charme et un emploi du temps punitif qui le maintenait en mouvement assez rapidement pour distancer les pensées qui attendaient dans le silence. Il a continué à jouer, à continuer à sourire pour les caméras, à atteindre ses marques, à prononcer des répliques avec le même timing inébranlable. Mais dans les coulisses, sa vie est devenue une série de négociations. Entre les Samson, entre les pilules, entre l'homme auquel le monde croyait et l'homme qui restait éveillé la nuit en fixant le plafond, se demandant combien de temps il faudrait avant que le masque ne se fissure.
L'alcool est devenu le moyen le plus facile de brouiller les bords, d'adoucir les angles vifs de la réalité qu'il cachait. Je n'étais pas prêt à être la tragédie de qui que ce soit, a-t-il admis des années plus tard. Mais le chagrin et la peur ont un moyen de s'infiltrer, même à travers l'armure la plus polie. Il mémorisait les scénarios de tournage tout en mémorisant les heures exactes auxquelles il devait prendre ses médicaments, afin que personne ne remarque un changement dans la façon dont il tenait une tasse de café ou signait son nom. Chaque rôle est devenu non seulement une performance, mais une bataille. Gardant sa voix stable, ses mouvements contrôlés, ses yeux exempts du scintillement de panique qui venait quand il imaginait l'année suivante, puis la suivante, puis la suivante, Hollywood, dans sa soif de mouvement perpétuel, ne l'a pas remarqué parce qu'il ne l'a pas laissé faire. Il a enchaîné les succès, se tenant sous des lumières qui le faisaient briller même lorsque les ombres à l'intérieur de lui s'allongeaient, mais il y a une sorte de solitude à porter un secret de la taille de son propre avenir. Et certains soirs, seul dans une autre chambre d'hôtel, il pensait à la voix de son père, à quel point il souhaitait pouvoir l'entendre, lui dire quoi faire maintenant. Les applaudissements étaient toujours aussi forts qu'avant, mais ils ont commencé à sonner différemment, comme une marée qui ne pouvait pas atteindre la rive dont il avait besoin. Et il a donc continué parce que continuer était tout ce qu'il avait jamais connu. Mais chaque jour, il avait un peu plus l'impression de se tenir sur une falaise en faisant semblant de ne pas entendre la mer ronger la roche en dessous. Il avait l'impression, dira-t-il plus tard, qu'une porte s'était claquée sur la vie que je pensais avoir. Et le plus cruel était de savoir qu'elle s'était claquée alors que le public était encore debout, l'acclamant encore, croyant encore que le spectacle allait continuer pour toujours. Il leur a fait croire parce que c'était son don. Et peut-être parce que les faire croire était la seule façon de continuer à y croire lui-même, mais au fond, une vérité s'est installée. Une vérité qu'il ne pouvait pas boire, qu'il ne pouvait pas travailler, qu'il ne pouvait pas charmer, l'histoire changeait. Et le prochain chapitre serait écrit dans une langue qu'il n'avait pas choisie, dans un combat qu'il n'avait pas demandé. Et même en souriant devant les caméras, même en leur donnant le héros qu'il voulait, quelque part à l'intérieur, il comprenait que le combat avait déjà commencé. Si le diagnostic avait été un tremblement de terre silencieux sous la surface, les années qui ont suivi ont été l'effondrement lent et impitoyable. Michael G., Fox, autrefois l'incarnation de l'énergie et de la vivacité d'esprit, s'est maintenant retrouvé à marcher dans une vie qui se rétrécissait autour de lui, chaque jour rognant un autre morceau de ce qu'il avait été. Le secret qui l'avait protégé pendant 7 ans est devenu une prison qu'il s'est lui-même construite. Les murs qu'il avait construits pour que personne ne puisse voir les fissures se refermer maintenant, le laissant seul avec l'écho incessant de ses pensées. Il a glissé dans une obscurité pour laquelle il n'avait pas encore les mots, une dépression si lourde qu'elle semblait physique, comme essayer de respirer sous du ciment mouillé. L'alcool n'était plus une distraction, c'était une béquille, puis une cage, puis un poison lent. Il engourdissait les tremblements, brouillait la peur et pendant quelques heures, il lui permettait de croire qu'il était encore en contrôle. Mais quand le verre était vide et que la nuit était longue, la vérité l'attendait, patiente et inébranlable. Des amis se sont éloignés, non pas parce qu'ils avaient cessé de se soucier de lui, mais parce qu'il avait cessé de les laisser rentrer. Je me suis isolé, avouera-t-il plus tard, parce qu'il était plus facile d'être seul que d'expliquer ce qui se passait. L'homme qui éclairait autrefois les pièces vivait maintenant dans l'ombre de sa propre maison, évitant les miroirs, évitant les appels téléphoniques, évitant la version de lui-même qu'il ne pouvait plus jouer. Et puis il y a eu les cruelles trahisons du corps. Les chutes qui semblaient venir de nulle part, des effondrements soudains qui l'ont laissé avec une pommette fracturée, un bras cassé, un fémur brisé, une main qui ne guérirait plus jamais de la même manière. Chaque blessure était une nouvelle cicatrice, un nouveau rappel que son corps n'était plus un allié, mais un adversaire imprévisible. Et pourtant, le pire n'était pas la douleur des os cassés, mais le vol de quelque chose de bien plus vital, sa mémoire à court terme. Pour un homme qui s'était autrefois vanté d'apprendre des scénarios entiers en quelques minutes, d'absorber des pages de dialogue et de les prononcer avec un timing parfait, les espaces vides dans son esprit étaient presque insupportables. C'est comme perdre des morceaux de soi en temps réel, a-t-il dit, et savoir qu'on ne les récupérera jamais. Il y a eu une chirurgie du cerveau, une phallomotomie destinée à calmer les tremblements,
Un pari qui comportait des risques qu'il ne pouvait ignorer. Il a signé les formulaires de consentement avec des mains qui l'ont trahi, pensant à quel point il était étrange de laisser volontairement quelqu'un entrer dans le siège de son esprit dans l'espoir de récupérer ce que la maladie avait volé. La convalescence a été brutale. Le monde ne cesse pas de tourner quand on essaie de guérir. Les factures arrivent toujours, les attentes frappent au campement toujours, et le miroir attend toujours. Certains jours, il se réveillait déterminé à se battre, à surmonter la douleur et le brouillard. D'autres jours, il ne voulait pas se réveiller du tout. Et pourtant, même au plus fort de cette obscurité, il y avait une braise tenace qui refusait de mourir. Il avait été renversé plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose qui avait autrefois cherché de la nourriture dans les premiers jours d'Hollywood, quelque chose qui avait survécu à l'absence d'un père et à l'ascension brutale vers la gloire qui ne le laisserait pas abandonner. Pourtant, la vérité de ces années est qu'elles n'étaient pas inspirantes. Elles étaient désordonnées, douloureuses et parfois désespérées. C'étaient les années où les applaudissements avaient disparu, les lumières étaient éteintes et il a dû découvrir qui il était sans que le monde ne le regarde. Et trouver cette réponse allait être le rôle le plus difficile qu'il ait jamais joué. Il avait vécu le genre d'années qui aurait pu l'engloutir tout entier, des années où l'obscurité semblait permanente et le silence après les applaudissements était presque insupportable. Mais quelque part à l'intérieur de cette épave, dans un endroit qu'il n'avait pas visité depuis longtemps, Michael J. Fox a commencé à comprendre que la survie seule ne suffisait pas. Il voulait compter. Il voulait prendre les fragments d'une vie brisée par la maladie et le chagrin et les transformer en quelque chose qui pourrait éclairer le chemin des autres qui trébuchent dans leur propre obscurité. Le changement n'a pas été un retournement de situation cinématographique, il est venu lentement, presque timidement au début, comme pour tester si l'espoir pouvait survivre dans le même air que la perte. Il était aussi graduel et têtu que l'aube, poussant contre l'horizon. Mais une fois qu'il a commencé, il a refusé de s'arrêter. Un matin, au lieu d'attraper une bouteille, il a attrapé un stylo. Il a commencé à écrire non pas comme un acteur courant après un autre rôle, mais comme un homme déterminé à dire la vérité dans toute sa brutalité et sa grâce, peu importe à quel point il était douloureux de poser les mots. Son premier livre, Lucky Man, 2002, n'était pas un tour de victoire. C'était un regard sans concession sur ce que la maladie de Parkinson lui avait pris et, dans une ironie presque cruelle, ce qu'elle avait donné. La perspective, l'humilité et une appréciation féroce de ce qui restait. Cette honnêteté était la graine d'une nouvelle carrière, une carrière construite non pas sur des personnages, mais sur la candeur. 7 ans plus tard est venu Always Looking Up, 2009. Un titre qui n'était pas un slogan joyeux, mais un acte de défi délibéré, un refus de laisser le poids de la maladie traîner son regard vers le sol. En 2010, Michael J. Fox était devenu plus qu'un acteur. Il était un philosophe de la survie. Dans A Funny Thing Happened on the Way to the Future, il a parlé à une nouvelle génération de la résilience, non pas comme un slogan, mais comme une vérité vécue taillée dans des années passées à l'ombre d'une maladie incurable. Une décennie plus tard, avec No Time Like the Future en 2020, ses réflexions portaient le poids des cicatrices et de la grâce. Chaque page ressemblait à une offrande, un morceau de sa bataille privée placé doucement entre les mains d'étrangers afin qu'ils puissent se voir et savoir que l'endurance n'était pas l'isolement. Mais Fox a compris que parfois les mots seuls ne pouvaient pas porter toute l'urgence de ce qu'il vivait. Il y a eu des moments où la vérité a dû trembler en temps réel. L'un de ces moments s'est déroulé non pas sur une scène ou un plateau de tournage, mais sous les lumières impitoyables du Congrès. Il avait choisi ce matin-là de ne pas prendre ses médicaments, un acte de courage délibéré que peu auraient pu comprendre. Les tremblements qui ont suivi n'étaient pas une performance, ils étaient le langage brut de la maladie elle-même. Alors qu'il parlait, son corps tremblait, sa voix vacillait, mais son message était inébranlable. Voici ce que c'est et voici pourquoi c'est important. Dans cet acte unique, Michael J. Fox a transformé la vulnérabilité en témoignage, transformant ce que beaucoup cacheraient en quelque chose d'incontournable. Le garçon qui dissimulait autrefois ses luttes les a maintenant placées au centre de la scène nationale, exigeant non pas de la sympathie, mais de la compréhension. Au fil du temps, il est devenu plus qu'une icône d'endurance.
il en est devenu la voix. Par le biais de la fondation Michael J. Fox, il a canalisé cette même volonté inarrêtable qui avait autrefois alimenté son ascension à Hollywood dans une nouvelle mission: guérir la maladie de Parkinson. Depuis sa création, l'organisation a recueilli plus d'1 milliard de dollars, accélérant les percées scientifiques qui semblaient autrefois impossibles. Pourtant, pour Fox, la véritable mesure de son influence n'a jamais été la taille d'un chèque ou les manchettes qu'il a suscitées. C'était le lien humain, les rires partagés dans les couloirs des hôpitaux, le courage des inconnus qui ont écrit pour dire que son histoire les a aidés à continuer à se battre. Il s'est présenté encore et encore avec son humour intact. La même vivacité d'esprit qui avait autrefois été son armure s'est maintenant transformée en un cadeau pour les autres. Même dans son plaidoyer, il n'a jamais perdu cette étincelle qui a fait tomber le monde amoureux de lui. Il pouvait encore prononcer une réplique qui remplissait une pièce de rire, mais maintenant ces rires portaient un poids différent, non pas le son du divertissement, mais celui de l'endurance. Ils sont devenus la preuve que la joie et la souffrance pouvaient coexister, qu'un diagnostic pouvait voler beaucoup de choses, mais pas la lumière elle-même. Il a assisté à des collectes de fonds, des sommets scientifiques et des groupes de soutien, non pas en tant que célébrité distante, mais en tant que personne parmi eux, un compagnon de voyage sur la même route incertaine. En lui, des millions de personnes vivant avec la maladie de Parkinson ont vu un reflet de leur propre lutte recadrée par l'espoir. Il leur a rappelé que même si la maladie pouvait réécrire le scénario, elle ne pourrait jamais mettre fin à l'histoire. Il n'a jamais prétendu être invincible. Et c'était une partie de son pouvoir. Il avait l'honnêteté d'admettre que certains jours étaient insupportables, que l'optimisme n'était pas une flamme constante, mais une décision quotidienne. « Je ne suis pas toujours positif », a-t-il dit un jour, mais j'essaie toujours. Pour les fans qui ont grandi en regardant son sourire vif comme l'éclair dans Sacrée Famille ou en courant à ses côtés à travers le temps en tant que Marty McFly, ce chapitre a révélé un autre type d'héroïsme, un héroïsme sans effets spéciaux, mesuré non pas en gloire ou en fortune, mais en courage. Son héritage n'appartenait plus à Hollywood, il appartenait à l'humanité, et dans ce changement, il est devenu quelque chose de plus rare qu'une star, il est devenu une lumière. Le garçon d'Edmonton à qui on avait dit qu'il était trop petit, trop étranger, trop jeune, avait survécu à toutes les étiquettes. Il avait conquis Hollywood, affronté une maladie qui ne montrait aucune pitié et s'était assuré que personne vivant avec elle ne se sentirait plus jamais invisible. La maladie de Parkinson était peut-être implacable, mais lui aussi. Ce qu'elle pouvait arracher à son corps, elle ne pouvait jamais le voler à son objectif. Dans une vie définie par le mouvement, son immobilité, son honnêteté, son ouverture sont devenus son propre acte de défi. Son héritage n'était pas l'absence de souffrance, mais le refus de s'y abandonner. Et pourtant, même au milieu de la tempête de la vie publique, une constante est restée, un amour si stable qu'il a ancré tout ce que la gloire et la maladie ne pouvaient pas. Tracy Pollan est entrée dans sa vie en 1985 sur le plateau de Sacrée Famille. Elle a été choisie comme la partenaire vive d'esprit qui pouvait répondre à ses plaisanteries ligne par ligne. Elle n'a pas été éblouie par la star. Elle a vu l'homme, celui qui portait encore la douleur d'années agitées et l'humour qui la protégeait. 3 ans plus tard, en 1988, ils se sont tenus la main, mari et femme, inconscients des montagnes qu'ils graviraient un jour ensemble. Lorsque leur premier enfant, Sam Michael, est né en 1989, Fox était au sommet de sa gloire, courant entre les plateaux de tournage et les premières, certain que s'il se déplaçait assez vite, rien ne pourrait s'effondrer. Il avait tort et aussi raison, car même si le monde autour de lui changeait, ce qui restait ferme était ce centre commun, l'amour qui le stabilisait lorsque ses mains ne le pouvaient pas. En Tracy, il a trouvé non seulement de la compagnie, mais le miracle tranquille de quelqu'un qui est resté, quand rester signifiait traverser chaque tempête. La gloire avait autrefois défini son monde, maintenant c'est l'amour qui le faisait. Et dans cette vérité, dans la famille qu'ils ont construite, dans l'héritage qu'ils ont façonné, Michael J. Fox a trouvé quelque chose que le temps ne pourrait jamais voler. Il y a des batailles qui mettent la gloire à l'épreuve et il y en a qui mettent l'âme à l'épreuve.
Pour Michael J. Fox, la maladie de Parkinson et la consommation d'alcool qui l'a accompagné sont devenus toutes deux des adversaires implacables qui ont dépouillé les illusions de contrôle qu'il avait autrefois vécues. L'homme qui avait autrefois dansé à travers le temps à l'écran se déplaçait maintenant à travers la vie plus lentement, chaque mouvement délibéré, chaque jour une négociation tranquille entre l'endurance et l'abandon. Et pourtant, au centre de ce dénouement, il y avait Tracy Pollan, stable, inébranlable et profondément présente. Il y a eu des années où le poids de la maladie et de la dépendance a menacé de briser ce qu'ils avaient construit lorsque l'amour lui-même semblait trembler sous la pression. Mais elle est restée, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle a choisi de le faire. Son amour n'était pas fait de grands gestes ou de couvertures de magazines, c'était le genre d'amour tranquille et inébranlable qui se lie à la douleur d'une autre personne sans se détourner. Lorsque les mains de Michael tremblaient trop violemment pour se cacher, ou que ses nuits se brouillaient dans le silence et le whisky, Tracy est devenue le point d'ancrage dans le chaos. J'avais l'habitude de penser que j'étais un fardeau, avouera plus tard Fox, se souvenant des nuits où la honte murmurait plus fort que l'espoir. Mais Tracy, avec une grâce à la fois féroce et simple, lui a dit « Tu n'as pas besoin d'être fort, tu dois juste être là ». En ces 9 mots, elle lui a donné ce que la gloire, la fortune et la médecine n'ont jamais pu faire. Autorisation d'être humain. Au fil des années, leur amour s'est approfondi, non pas par la perfection, mais par la persévérance. Ensemble, ils ont construit une famille qui est devenue à la fois une ancre et un sanctuaire. Les jumelles Aquina et Schuyler sont arrivées en 1995, suivies d'Esme Annabelle en 2001, chaque enfant ajoutant un autre fil au filet qu'il a attrapé lorsque le monde a basculé. Leur maison n'était pas un musée de la tristesse, mais une symphonie de la vie ordinaire. Des céréales renversées sur les comptoirs, des projets artistiques à moitié terminés encombrant la table de la cuisine, des rires résonnants dans les couloirs. Dans cette beauté bruyante et imparfaite, la maladie de Parkinson n'avait aucune autorité. La maladie a peut-être volé son équilibre, mais elle n'a pas pu voler leur joie. Pour Fox, la maison est devenue le seul endroit où les tremblements n'avaient pas besoin d'explications, où l'épuisement ne nécessitait pas d'excuses et où l'optimisme n'était pas une performance mais un choix fait ensemble. Entre ces murs, il n'était pas un patient ou une célébrité, juste un mari, un père, un homme autorisé à tomber et à être quand même rattrapé. C'est là qu'il a appris l'une des vérités les plus silencieuses de la vie, que l'amour, ferme et sans peur, peut être aussi guérissant que n'importe quel médicament. Les caméras pouvaient capturer son courage, mais elles ne pouvaient jamais montrer le miracle tranquille de la foi de Tracy, la façon dont elle stabilisait ses mains tremblantes, finissait ses phrases ou le faisait rire les jours où le rire semblait impossible. Leur mariage est devenu non seulement une survie, mais un art, l'art de rester. Pour toute personne vivant avec une maladie chronique, leur histoire est devenue un témoignage de ce à quoi ressemble réellement l'endurance, non pas polie ou parfaite, mais brute, continue et profondément humaine. Fox a souvent dit que sa véritable chance n'était pas dans les rôles qu'il avait joués ou les prix qu'il avait gagnés, mais dans la femme qui a refusé de s'éloigner lorsque le scénario est devenu difficile. En public, il est resté une icône de la résilience, un homme dont l'humour et l'humilité ont inspiré des millions de personnes. Mais en privé, il était simplement papa, racontant de mauvaises blagues à table, applaudissant trop fort aux pièces de théâtre scolaire, montrant à ses enfants par l'exemple que l'amour n'est pas seulement ce que l'on ressent, mais ce que l'on fait, encore et encore, même quand c'est difficile. Il a compris peut-être mieux que quiconque que la gloire s'estompe, que les applaudissements meurent et que même les lumières les plus brillantes s'éteignent, mais que le dévouement, celui qui perdure à travers la maladie, à travers la peur, à travers l'érosion lente de la certitude, est éternel. Dans les yeux de Tracy, il a trouvé le reflet de toutes les raisons qu'il avait de continuer à se battre. Dans le rire de ses enfants, il a entendu la preuve que la vie, aussi fragile soit-elle, était toujours belle. Pour Michael J. Fox, la famille n'a jamais été une réflexion après coup dans son histoire. C'était le cœur de celle-ci, le fil conducteur qui faisait que chaque chute valait la peine de se relever. En fin de compte, son plus grand héritage n'était pas cinématographique, il était intime, une maison remplie de rires qui surpassait la peur,
d'amour qui faisait la paix avec l'imperfection et de la force tranquille d'une femme qui croyait en lui longtemps après qu'il ait cessé de croire en lui-même. La maladie de Parkinson pouvait ralentir ses pas, mais elle ne pouvait pas arrêter le rythme de la foi d'une famille. La dépendance pouvait obscurcir les jours, mais elle ne pouvait pas atténuer la lumière qui brûlait dans leur maison. Et lorsque le monde extérieur devenait trop lourd à porter, il avait Tracy, la forteresse qu'il n'a jamais méritée, et la preuve que parfois le véritable héros d'une histoire n'est pas celui qui tombe ou même celui qui se relève, mais celui qui reste. À 64 ans, sur une paisible étendue de la côte de Santa Barbara, Michael J. Fox se réveille au son des vagues qui traversent les tanks et les citronniers. La terre, 22 acres de coteaux baignés de soleil, respire la paix. Ici où le vent du Pacifique sent légèrement le sel et la fleur d'oranger, il a découvert le chapitre qu'il n'avait jamais prévu d'écrire, mais qu'il vit maintenant pleinement. La propriété se déploie comme la mémoire elle-même, un patchwork de jardins, de vergers et de chemins sinueux qui ne mènent nulle part en toute hâte. Il se déplace à son propre rythme, ne courant plus après le temps, mais l'écoutant. L'urgence qui le définissait autrefois s'est adoucie en un dialogue constant entre le mouvement et l'immobilité, entre la gratitude et le lâcher-prise. Tracy marche à ses côtés, la même présence stable qu'elle a toujours été. Leurs enfants, maintenant adultes, reviennent souvent, leur rire remplissant toujours les espaces ouverts de la maison. Ce n'est pas une retraite, c'est un recalibrage, un choix conscient de ce qui compte. Ici, la gratitude n'est pas une philosophie, c'est un rituel quotidien. La chaleur de la lumière du matin, la simple grâce de la respiration, la patience de recommencer. Sur le papier, sa fortune est estimée à environ 65 millions de dollars, mais pour lui, la richesse n'a jamais été des chiffres dans un registre. C'est cet amour qui perdure, les rires qui reviennent et une cause qui vaut toujours la peine de se battre. Il n'a fait aucune déclaration publique concernant l'héritage, mais ses proches connaissent la vérité. Sa famille sera prise en charge et la fondation qui porte son nom et son espoir lui survivra. Grâce à ce travail, plus de 2 milliards de dollars ont déjà été canalisés vers la recherche qui pourrait un jour libérer d'autres personnes de l'emprise qu'il a revendiquée. Il a depuis longtemps accepté que la maladie n'allait pas relâcher son emprise sur lui, mais elle ne définira jamais le total de ses jours. La maladie de Parkinson, maintenant à un stade avancé, a fait des ravages. La perte de mémoire à court terme qu'il craignait autrefois est arrivée silencieuse mais constante. Un fauteuil roulant l'aide à franchir les longues distances, bien qu'il insiste toujours pour marcher aussi loin qu'il le peut. Pour réduire le risque de chute, il a intentionnellement perdu 25 livres, une décision tactique prise non pas par vanité mais par résilience. Son régime reste discipliné, des repas conscients, une thérapie physique légère, de la méditation. Respirer à travers les tremblements plutôt que de les combattre. Son corps est plus mince maintenant, ses traits plus nets, mais l'étincelle familière perdure. Le sourire, celui qui éclairait autrefois les scènes sonores et les écrans de cinéma, perce toujours comme la lumière du soleil. Les yeux, plus profonds et plus sages, contiennent à la fois la douleur de ce qui a été perdu et le triomphe d'avoir enduré. « De toute façon, je me réveille tous les matins », dit-il doucement. Et je dois réapprendre à marcher, réapprendre à m'aimer dans la version la plus difforme de moi-même. Ce n'est pas de l'apitoiement sur soi, c'est une discipline de l'âme. Il traite chaque aube comme une répétition pour rester en vie au sens le plus large. Les apparitions publiques sont plus rares, mais jamais vides. Lorsqu'il apparaît à un événement de bienfaisance, à un sommet ou simplement à une conversation sur l'espoir, le tremblement dans sa main semble presque comme une ponctuation au message qu'il a toujours porté. Le courage est un mouvement, même lorsque le mouvement fait mal. À Santa Barbara, le temps ne se sent plus comme une chasse, c'est un compagnon, parfois gentil, parfois cruel, mais toujours honnête. L'homme qui mesurait autrefois la vie en scénario et en horaire, la mesure maintenant en petite masse miséricorde. Le bruissement du vent à travers les feuilles de citronnier, le poids de la main de Tracy posée sur la sienne. Il y a des jours où son corps refuse d'obéir, mais même ces jours ont un sens. Il ne demande plus « Pourquoi moi ?» Au lieu de cela, il demande « Et maintenant quoi ?» et trouve la réponse en se présentant quand même. L'océan auquel il fait face tous les soirs semble faire écho à la vie derrière lui, vaste, imprévisible, parfois violent, toujours magnifique.
Il sait que la marée continuera de monter, qu'il se tienne debout ou non, et il se tient toujours debout quand il le peut. La gloire qui l'entourait autrefois s'est estompée en quelque chose de plus calme, de plus durable, le respect. Pour ceux qui ont grandi en le regardant patiner à travers le temps en tant que Marty McFly ou sourire à travers des blagues de sitcom, il reste l'incarnation de l'optimisme, non pas parce qu'il a battu les probabilités, mais parce qu'il a appris à vivre avec elles. Son histoire, maintenant à son crépuscule, ressemble moins à une fin qu'à une bénédiction. Le garçon d'Edmonton qui a couru après l'appartenance à travers les continents l'a finalement trouvé dans l'immobilité. L'acteur qui craignait autrefois de disparaître de la mémoire est devenu un symbole pour des millions de personnes, apprenant à endurer leur propre bataille, et l'homme qui mesurait autrefois le succès en applaudissements a appris que la véritable ovation est silencieuse. Le son du vin à travers les orangers, les rires d'enfants adultes revenant à la maison, la respiration stable de la femme qui n'a jamais quitté son côté. Ici, au bord du Pacifique, Michael J. Fox ne court plus à travers le temps. Il vit pleinement, fidèlement et sans regret à l'intérieur de celui-ci. En 2025, Michael J. Fox se tiendra à nouveau devant la caméra, cette fois en tant qu'invité spécial dans Shrinking, un clin d'œil discret au public que la narration vit toujours en lui. C'est moins un retour qu'une conversation, une façon de dire « je suis toujours là ». Il apparaît avec parcimonie maintenant, des interviews sélectionnées, des documentaires sincères et toujours aux événements de Parkinson qui restent liés à son objectif. Récemment encore, lui et Tracy sont apparus ensemble à un gala main dans la main, la même emprise qui a été maintenue depuis 1998. L'image a persisté bien au-delà des photographies, non pas d'une star de cinéma, mais de deux personnes qui avaient affronté les tempêtes de la vie et refusé de se lâcher les mains. Pour ceux qui l'adoraient autrefois en tant que vif-argent Marty McFly, ces aperçus ont une nouvelle résonance. Ils nous rappellent que la grandeur n'exige pas de mouvement et que l'héroïsme ne dépend pas de la jeunesse ou de la vitesse. La véritable influence n'est pas dans les projecteurs, elle est dans la lueur tranquille laissée derrière lorsque les lumières sautées et les lumières s'éteignent. La lumière que Michael J. Fox a projetée ne s'éteint pas, elle se multiplie. Grâce à sa fondation née en 2000, il a construit la principale force mondiale pour la recherche sur la maladie de Parkinson, transformant sa bataille personnelle en un mouvement mondial. Plus de 2 milliards de dollars ont été recueillis, chaque dollar une déclaration de foi en la science, en l'espoir, en demain. En 2025, la campagne IQ plus U de la Fondation élargira le projet PPMI de référence, un effort ambitieux pour détecter la maladie de Parkinson avant même que les symptômes ne commencent, potentiellement dès l'âge de 40 ans. C'est le genre de travail prospectif qui porte sa signature d'optimisme, pragmatique, défiant, lumineux. Fox a toujours cru que le changement commence par la vision, que ce soit à l'écran ou sous un microscope, et bien qu'il sache qu'une guérison pourrait ne pas survenir de son vivant, il continue de construire vers elle pas à pas, tremblant après tremblant. C'est le genre de foi que peu peuvent nommer et que moins encore peuvent en vivre. Des prix lui sont parvenus, bien qu'il ne les ait jamais poursuivis, la médaille présidentielle de la liberté, l'ordre du Canada, des doctorats honorifiques et une place sur la liste des 100 personnes les plus influentes du monde du Time, chacun faisant maintenant partie de son long et extraordinaire parcours. Pourtant, lorsqu'on lui demande ce qui compte, il ne mentionne pas les distinctions ou l'histoire. Il parle plutôt de petits moments, une lettre d'un étranger qui dit que son courage les a gardés en vie un jour de plus, une conversation avec un jeune chercheur dont la découverte pourrait tout changer. Ce sont les monnaies silencieuses de sa vie ultérieure, les échanges qui comptent le plus lorsque la gloire a fait son travail et a quitté la pièce. Alors que la figure publique se retire progressivement, l'homme privé se rapproche. La vie se déroule maintenant dans l'intimité, des dîners sans caméra, des couchers de soleil sans témoins, des rires partagés avec ses enfants qui se mêlent au son du vent à travers les citronniers. Ce n'est pas une retraite, mais un raffinement, un dépouillement de ce qui n'alimente plus l'esprit. Pour un homme qui vivait autrefois selon des feuilles d'appel et des horaires de tournage, cette simplicité n'est pas une reddition, c'est une victoire. Un rythme plus lent et plus profond a remplacé l'ancien, un rythme mesuré en gratitude. Il comprend ce que tant de ceux qui brûlent sous l'éclat de la gloire n'apprennent jamais,
que les applaudissements cessent, que les lumières s'éteignent et que quelque chose de plus grand demeure encore. Ce qui perdure est la lumière que vous laissez dans les autres, l'étincelle qui continue de brûler longtemps après que votre propre flamme vacille. Son parcours du garçon sans racines d'Edmonton au cœur brillant d'Hollywood à l'avocat mondial qui a transformé la souffrance en service est la preuve qu'une personne peut vivre de nombreuses vies en une seule et rester fidèle à elle-même dans chaque version. L'arc est complet mais pas fermé, son histoire ne s'estompe pas. Elle se propage vers l'extérieur, se reflétant dans les laboratoires, dans les salons, dans les visages de ceux qui l'a aidé. Et donc, alors que le chapitre final se met doucement en place, il n'y a aucun sentiment de tragédie ici. Ce qui reste, c'est la continuité, l'insistance de la vie à ce que le sens survive au mouvement. Il disparaît peut-être lentement de la scène publique, mais son éclat persiste dans la fondation qui porte sa mission, dans la famille qui l'entoure, dans les millions de personnes qui puisent de la force dans son exemple. Si vous avez déjà souri avec Marty McFly, si vous l'avez déjà entendu dire « Je suis d'accord pour ne pas aller bien », et vous vous êtes senti moins seul, alors sa lumière vit déjà en vous. L'invitation qu'il nous laisse est simple mais profonde. Souvenez-vous de lui non seulement pour les personnages qu'il a joués, mais pour la grâce avec laquelle il a vécu lorsque les rôles ont disparu. Si le garçon autrefois rejeté comme étant trop petit, trop étranger, trop improbable, pouvait refaire Hollywood selon ses propres termes, alors affronter la maladie de Parkinson avec humour et feu, quelle excuse avons-nous tous de ne pas nous relever ? Michael J. Fox est devenu, au sens le plus vrai, un homme qui se tourne vers la lumière et la porte vers l'avant, afin que même lorsqu'il s'éloigne, le chemin reste visible pour ceux qui suivent. Alors, laissez un mot pour lui si vous voulez, un sourire, un merci, un souvenir partagé, car cette histoire ne lui appartient plus à lui seul, elle appartient à tous ceux qui se sont déjà sentis moins effrayés parce qu'il a parlé, parce qu'il est resté, parce qu'il a continué. Le rideau tombe peut-être, mais peut-être, mais l'éclat qu'il laisse derrière lui n'est pas la lumière d'un projecteur, c'est la lumière d'une âme qui a appris à briller sans lui.